Toulouse, Le Mirail, un des plus grands quartiers sensibles de France. Délinquance, émeutes, religion et terrorisme, j'ai l'impression que de part et d'autre du ghetto, on ne se comprend pas. L'écart se creuse et certains vont jusqu'à dire que le lien est rompu. J'ai envie de savoir ce que les habitants pensent vraiment. J'ai envie qu'on prenne le temps de faire connaissance et de dialoguer. J'ai envie de bousculer les stéréotypes sur cette jeunesse des quartiers, parce que je pense que la réalité est toujours différente du fantasme. Je suis venu au Mirail pour ça, pour essayer de comprendre ce que vous avez sur le cœur. La première fois que je t'ai vu, je pensais que t'étais un flic. La vérité, je suis pas le seul qui dit ça. La première fois qu'on t'a vu, j'avais du mal un peu avec... C'est comme je disais, c'est nous, on est comme ça. On juge à l'apparence. T'as la même moto que les flics en civil. T'as exactement la même, noir pareil, DTM pareil. TDM. Le DTM. En fait, j'ai fait une grosse erreur en prenant cette moto-là pour venir travailler ici. je crois. Parce que ça avait fait, c'est l'image, ça avait fait beaucoup dans ton image, la moto. Mais en même temps, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'au moins, ils m'ont tous repéré. Ah là, même, par contre, là maintenant, t'es repéré. C'est les journalistes de France 2. C'est les journalistes de France 2. Un jour, on va voir les flics. Ils vont passer, ils vont dire, c'est les journalistes de France 2. En fait, ça va être les flics. Printemps 2015. Ma tête est assez connue au Mirail pour que je puisse exhiber ma caméra. Ils n'ont plus peur, moi non plus. Mafoud est stagiaire dans une association. Quand je suis arrivé dans le quartier, il tuait le temps au bas des immeubles, guettant l'occasion de gagner quelques euros. Parce qu'aujourd'hui, je suis gentil, je suis doux et tout. Parce que tu m'as reconnu il y a quelques années. Peut-être que je te réagresse ta caméra. C'est la vérité. Avec le sourire ou avec le méchant ou avec un couteau? Non, pas avec un couteau. Jamais de ma vie avec un couteau. On a tous été un peu délinquants dans notre vie dans le quartier. Après, il y a délinquants et délinquants. Hein. On faisait des délits mineurs. Moi, pour moi, c'est des délits mineurs. Hein. Par exemple. Par exemple. Je donne des exemples. Je sais pas, casser une voiture, prendre le poste qu'il y a à l'intérieur. Délit mineur. Voler des portables dans les terrasses. Délit mineur. Après, il y a des plus gros délits. Mais voilà. Je suis rentré pour un plus gros délit, mais voilà. C'était pas ton plus gros délit, c'était pas non plus un braquage, un vol à main armée. Non. C'était un trafic de stupéfiants, tout simplement. Comme tout le monde. Comme tout le monde. J'ai aucun diplôme, j'ai rien appris à l'école. L'école m'a rien appris. L'école m'a rien appris. Je sais pas. Quand j'allais à l'école, on me mettait dans un coin. Mais c'est tout. J'ai rien appris à l'école. Tout ce que j'ai appris, je l'ai appris dans la rue, chez moi. Bah t'as appris à lire et écrire. T'as appris à lire et écrire. Même pas? Même pas. Mais ça aussi, je veux pas le dire. Tu veux dire que tu sais pas lire et écrire ou que tu ne l'as pas, que tu l'as appris ailleurs? Je suis en train d'apprendre ailleurs en ce moment même. Ah oui, donc t'es vraiment passé à côté de tout le système. Pourtant t'es intelligent. Ouais, je sais que je suis intelligent, mais je suis passé à côté de ça, à côté de la lecture. J'ai pas appris à lire et écrire.
T'arrives à savoir pourquoi il y a un blocage? On est passé à côté de toi ou c'est toi qui es passé à côté et pourquoi? T'arrives à savoir? C'est un peu des deux. Parce que j'étais un peu un enfant turbulent dans ma jeunesse. Et enfant turbulent, eh ben, alors, t'es turbulent, eh ben, alors on te met de côté, on te laisse. On ne t'aide pas. Tu veux faire des bêtises, eh ben, fais tes bêtises dans ton coin et t'étudies pas, tu fais rien, fais des dessins. Voilà. Dans ce quartier, on est beaucoup à être passé à côté en fait. Il y a beaucoup d'intelligence, mais comme on est renfermé en nous-mêmes, Ouais. on ne cherche pas à développer cette intelligence-là, eh ben, on va rester comme ça toute notre vie. Mais si il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à faire. Mais c'est nous, on se met trop de barrières en fait. Moi perso, je me mettais trop de barrières. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, eh ben là je suis en train de me lâcher, je suis en train de faire des formations, je suis en train de travailler. Voilà quoi. Qu'est-ce que t'appelles se mettre des barrières? Se mettre des barrières, c'est. On veut pas étudier, on veut pas aller à l'école, on veut pas travailler, on veut rester dans notre quartier entre nous, on veut rester dans notre prison entre nous. Salam alaikum. Balance pas, reste un homme. T'as le style même sans pif. Garde un œil sur la mif. Balance pas, reste un homme. T'as le style même sans pif. Garde un œil sur la mif. Coco Skilage. Ici, si on reste entre soi, c'est d'abord pour éviter les problèmes. On ne parle pas aux flics, aux journalistes et aux étrangers. C'est comme si on avait l'impression que parler ne servait à rien, voire pire, que chaque parole finirait par se retourner contre le quartier. Franchement, c'est pas à un journaliste, honnêtement, qu'on va faire le plus confiance. C'est... Parce que la plupart des journalistes qu'on a pu voir à la Reinerie, c'est pour les émeutes, pour les trucs antiterroristes, pour tous les mauvais trucs en fait. Pas pour nous écouter, pour nous dire qu'est-ce que vous en pensez, comment vous vous sentez. On n'a pas l'habitude qu'on nous demande comment on se sent. On a toujours l'habitude, on a l'habitude qu'on nous dise telle personne se sent comme ça à cause de toi. Mais pas comment toi tu te sens. Et ça nous fait peur quelque part en fait. Meriem, 21 ans et un BTS de secrétariat en poche. Née en Algérie, elle arrive au Mirail à l'âge de 5 ans. Après un parcours contrarié par le système scolaire, Meriem s'apprête à réaliser son rêve, commencer des études de psycho et de criminologie à Paris. En général, inaccessible pour toi. Et moi, du coup, quand j'avais dit que je voulais faire un bac L, que j'hésitais entre le bac L et le bac S, c'était tout de suite non, on fait plutôt du secrétariat, du ci, du ça. Pourquoi? J'ai pas d'envie, j'ai pas le droit d'avoir des envies, j'ai pas le droit de viser haut, même si j'y arrive pas, même si j'arrive pas à l'atteindre et alors j'ai pas le droit d'essayer. Pourquoi tu veux forcément? Ben non, je veux pas que tu perdes, parce que ce sera une perte de temps, non. Quand bien même j'y arriverai pas, quand bien même j'atteindrai pas le sommet, j'atteindrai pas mon objectif, mais j'aurais essayé. Et j'aurais appris quand même des choses. On apprend tous les jours, on apprend de nos expériences, on apprend de nos erreurs, on apprend de nos réussites. J'apprendrai. Pourquoi vouloir forcément me... Et c'est là, franchement, si tu regardes bien, c'est au collège qu'on commence à se dire on sera jamais vu autrement que comme ça. Ça ne doit pas être évident de décider de partir du quartier, d'aller faire sa vie ailleurs. C'est pas évident du tout parce qu'on peut voir que la plupart des personnes qui se marient et qui se sont mariées ont eu des appartements à la Reinerie, pas loin des parents, pas loin de leurs racines en fait, on va dire. Parce qu'il y en a qui sont dans la Reinerie depuis plusieurs générations et qui partent pas et qui n'ont pas envie d'en partir, malgré qu'on soit exclus, qu'on se sente exclus, on va dire. Il y en a beaucoup qui n'ont pas envie d'en partir. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils vont être exclus là où ils seront. Mais pas là. I'm transmitting live with the hardcore style.
Mirail West South, Sarrazin. Balance pas, reste un homme. T'as le style même sans pif. Garde un œil sur la mif. Balance pas, reste un homme. Pour moi, les meilleures vies dans le monde, c'est ce qu'ils vivent dans les quartiers. Parce que voilà, il y a l'entraide, il y a les collègues, il y a... C'est pas comme au centre-ville où tu te retrouves seul, livré à toi-même. Ici, non. Ici, maintenant, si on entend son père ou sa mère, elle est morte, tu vas voir, ça va faire un troupeau, ça va aller le voir, ça va nous remonter le moral et tout. Et je vois pas ça en ville. Difficile de dire combien tout le monde s'entraide vraiment au Mirail. Mais je suis sûr que tout le quartier soutient Kada et sa sandwicherie. Kada, c'est un homme de cœur qui n'hésite pas à échanger un repas contre un sourire pour les clients qui n'ont plus un sou. C'est une solidarité que le quartier a su lui rendre lorsque la mairie a menacé de raser sa cabane avec des bulldozers. Il fallait que le soir même, il ne soit plus là. Eh bien, je me suis levé le matin, sachant pas comment faire, comment on va faire, comment je vais faire. Je suis arrivé en bas. Et on est dans un quartier, alhamdoulilah, comme on dit chez nous, machallah, c'est un quartier où tout le monde Eh bien, ils sont tous venus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, j'ai besoin de les dépasser. Eh bien, on est tous là. À 25, on l'a porté. On l'a ramené jusqu'ici. Ça m'a coûté rien du tout. Depuis que je le connais, il n'a pas de vacances. Il travaille tout le temps. Et tu le vois comme c'est dur. Hein. T'as vu la chaleur là? Tu le sens, hein, regarde. Hein. Je suis rien que pour le café au lait. Je vais ressortir. Je vais te laisser avec lui dans la chaleur. Franchement. Ils l'ont fait galérer, c'est pas vrai, ils te racontent pas. Il y a le camion là-bas, le camion là, il est revenu ici. Et pourquoi? Rien que pour qu'il gratte du pain pour sa famille. La France, elle est dure, mec. Elle est dure avec les... Ça va non, le sol la chrétienne. Mais si tu vas en Algérie, bon, j'ai passé 4 ans en bled, j'ai vu que des Algériens comme moi. Ici, c'est beau. Il y a de tout. Il y a un mélange, c'est ça qui est bien. Si on pouvait s'aimer, ce serait bien. Être ou ne pas être aimé. En janvier 2015, ça a rimé avec être ou ne pas être Charlie. Le slogan a été vécu comme une injonction. Si on n'était pas Charlie, c'est qu'on était du côté des terroristes et contre la liberté. Mais c'est vrai qu'après Charlie, un peu plus. Au Mirail, on s'est senti piégé, comme s'il avait fallu choisir la religion ou la nation. Contre ce sentiment de désamour, Kada croit aux vertus du dialogue. Et voilà, il faut crever l'abcès, il faut parler, voilà, c'est ça. Parce qu'après, du contraire, des sourds, ils arrivent à se parler, il faut qu'on arrive à se parler nous aussi. Hein. Même si on ne s'entend pas forcément, mais il faut qu'on se comprenne. Ce serait intéressant. Alors là, on est totalement d'accord tous les deux. Hein. Ah ben ça va. Mais apparemment, en France, on a une forte culture anticléricale, anti-religion, et je crois que c'est important pour la population de pouvoir se moquer des religions, ou même d'en dire du mal. Hein. Comme je te disais, il faut tout pour faire un monde. Voilà, mais après, n'allez pas dire à certaines personnes, s'ils ne sont pas Charlie, que voilà. Ça veut dire qu'ils sont contre les... Tu vois ce que je veux dire? Contre ce système-là, là, de dire n'importe quoi, faire ce qu'ils ont envie. On n'est pas contre la liberté d'expression. Je ne suis pas contre la liberté d'expression, tu peux dire ce que tu veux. Mais ne va pas dire aux autres, voilà, si je ne suis pas Charlie, ça ne veut pas dire que je suis mauvais, tu as bien vu. Je ne suis pas autant mauvais plus que là. Pourtant, je ne suis pas Charlie, je vais te dire la vérité, je ne le suis pas. Mais ça ne change rien à moi. Entre moi et toi, ce sera toujours pareil. Tu auras tes trucs, j'aurai mes trucs. Chacun, il est comme il est. C'est la vie, on est comme ça. Si on était tous pareils, dans ce cas-là, tout se passerait bien. Et voilà, il faut tout pour faire un monde. Ce serait triste même un peu. Ce serait triste, je pense aussi. Il faut tout pour faire un monde. Même s'il y a de la tristesse beaucoup, là, ce qui se passe, hein, tu vois. Il y a beaucoup de trucs, j'aimerais bien que ça se passe pas, mais... C'est la vie, elle est comme ça. Un mec qui est l'islam, il a de la lumière en lui, le vrai islam. C'est quelqu'un de bon. T'as vu Jésus, tu lui pètes une tarte, il rend pas, et bien c'est ça un musulman. Le vrai musulman est un bon. C'est la bonté, mais il pleure pour toi. Parce que toi, t'es français, tu t'appelles François, et que tu vas pas aller au paradis, et bien il pleure pour toi, le vrai musulman. Il n'est pas là pour te tuer, ou te forcer, c'est pas vrai. Et j'aime pas le mot les musulmans. Pourquoi moi je vais t'appeler le chrétien maintenant? Je vais appeler le protestant. On est retourné au croisé ou quoi? À la base, on est tous des citoyens. Quand on verra la laïcité,
à son terme général et qu'on acceptera la femme voilée, le converti, le musulman, le bouddhiste, le Sri Lankais. Tout le monde souffre, tous les étrangers, même si c'est un bouddhiste, il vient en France, il souffre. Même les Sri Lankais, ils souffrent ici, hein. Tout le monde y souffre. Du chauvinisme. Merci les gars. Barakallahu fikoum. Merci, à plus. À plus. Tu peux être un bon musulman en France, mais voilà quoi. Si on nous laisse faire. Du moins, si on nous laisse faire notre religion, comme elle doit être faite, quoi. Tu verras que on va pas tuer les gens, on va pas. Tu verras, il y aura quoi, les jours de fête, les jours Ramadan, tu vois ce que je veux dire. Il y a que ça qu'on va fêter, faire comme il doit être fait. Mais après, ça va rien changer du tout, hein. Ce sera la France quand même, hein. Chacun pourra vivre comme il veut, chacun pourra faire ce qu'il veut. Moi, je trouve qu'il nous bloque. Il nous bloque en parlant du voile. Oui, il faut pas faire ci, il faut pas mettre ça. Non, c'est mal vu ici, les barbes, les barbus. Tu vois, ça devient stigmatisant après. Tu stigmatises. Ah, c'est un barbu, le bouffe, il est mauvais. Ah, c'est ça, ah, il est mauvais. Ah, c'est ce truc, il est mauvais. Tu vois ce que je veux dire? Autant s'y habituer, toute discussion dans le quartier finit souvent par une référence à l'islam. Ça marche comme ça ici. La religion vient remplir les vides et soulager l'existence. Posé discrètement sur un coin de parking, le Cat Burger est le principal lieu de convivialité du quartier de Rennery, au centre du Mirail. Passé une certaine heure, c'est le seul endroit où l'on peut boire, manger et voir des gens. À 5 € le repas, j'y passe aussi tous les jours, sans savoir qui je rencontrerai ni de quoi on parlera. Mais bien souvent, on parle des mêmes choses. À Pôle emploi, en fait, quand tu y vas, ils te font croire que tu peux réussir à tout. Mais à la fin, ils vont te donner un truc de merde. Ils vont te proposer une proposition banale qui sert à rien. Vas-y, va faire ça pendant... Il y a une formation de 3 mois qui sert à rien. Tu cherches ce que tu veux faire. Mais moi, ce que je veux faire, c'est que je veux travailler déjà. Tout le monde veut travailler. Et puis mon diplôme, si vous le voulez, je vous le repasse. Moi, il n'y a pas de souci, j'en ai pas besoin. Franchement, j'ai un diplôme en mécanique, il est de côté. Ça fait 4 ans que je l'ai ou 5 ans, j'ai jamais touché à la mécanique. Depuis, j'ai pas retouché une voiture. Depuis. Donc, ça sert à rien. En fait, au lieu que je cherche pendant 1 mois et que j'ai un boulot, je cherche pendant 2 ans. C'est ça le problème. C'est que je cherche pendant 2 ans. Et entre-temps, ça me fatigue, moi, pendant les 2 ans. Ça me fatigue. Parce que tu peux pas suivre. Et le RSA, c'est bien le RSA, mais tu payes le loyer, tu achètes 2-3 trucs, c'est fini, il n'y a plus de RSA, il n'y a plus rien. Tu peux... À partir du 15, c'est... J'ai mal à... J'ai mal au ventre. Ah ouais. Moi, je travaillais un moment. Je suis allé au guichet, j'ai pris ma carte bleue. On était je crois le 14, j'ai mis ma carte bleue, j'ai mis mon code. Je vois solde, je vois 1007. 1007, en 1 mois, j'ai vu 1007, on dirait que j'ai vu la fin de ma vie. On dirait que j'ai vu 1007. C'était trop 1007 pour moi. C'était trop, je vous le jure. Et ici, au Mirail entier, il y en a 4 qui vivent. Et nous, tous on survit. Tous. À cette heure-ci, on ne sait même pas quoi. Par exemple, là, on veut manger moi et lui, on ne sait même pas comment aller manger. Tellement ils nous rendent service, on fait des trucs, ils nous font des crédits. Sinon, on n'a rien. T'as combien sur toi? Rien. Dans la poche? J'ai rien. Exactement, j'ai 20 € sur moi. Ah, quand même. Quand même, je me débrouille. Et voilà, quand même. De toute façon, il n'y a que vers Dieu qu'on peut se remettre. Hein. Je vais pas me retourner vers vous, vers mes potes, dire trouvez-moi un truc. C'est que envers Dieu qu'on se remet. Et c'est que le soir seul, que tu te remets en question, tu fais le pour et le contre. Et c'est vrai, la religion, ça t'apaise. Ça te fait du bien, la religion. Je parle les bons, parce qu'il ne faut pas mélanger. Moi, les musulmans, je connais que des bons musulmans. Donc voilà, il ne faut pas mélanger. Mais c'est vrai, ça t'apaise, ça te remet en question. Voilà, dans la religion, il y a tout. Il y a la science, il y a l'éducation, il y a tout ce que tu veux. À tout problème, dans la religion, il y a sa solution. Mais nous, le système et la religion, c'est 2 mondes parallèles. Il ne faut pas mélanger. On ne peut pas mélanger les deux.
Et ce point de voilà, vue-là, le t'es soir, de ce point de vue-là, tu es un vrai laïc. La laïcité, c'est la séparation des systèmes et de la religion, justement. De la s'il n'y politique. a pas ça, s'il n'y a pas la laïcité en France, il n'y a rien. Moi, je vous le dis. Et parce que, voilà, en France, il y a de tout. Il y a des musulmans, des chrétiens, des athées, il y a de tout. Donc, si on n'arrive pas à s'entendre sur ça, ça va être un problème. Ça va être un problème sérieux. Ils veulent montrer ces problèmes-là pour éviter d'autres problèmes. C'est tout, je pense. Ça, vous me le dites tous. Tous, vous êtes d'accord avec C'est ça. la vérité. C'est la vérité. Ils nous font parler de l'islam, du musulman mauvais, du truc, pour cacher les vrais problèmes. Le vrai problème, c'est quoi? Il manque du travail, les gens ils sont dans la galère, la moitié ils n'arrivent pas à nourrir leurs enfants. Elle est là la vraie réalité. La vraie réalité, c'est ça, c'est nos problèmes, là, comment on va vivre. C'est pas l'islam le problème. C'est pas le christianisme le problème, c'est pas le judaïsme le problème. Le problème, il est le boulot. Il faut qu'on mange. Il faut que tout le monde il arrive à manger. Il y en a qui y arrivent, il y en a qui n'y arrivent pas. Et même ceux qui veulent manger, comme Prada, il a fait une sandwicherie, il veut travailler honnêtement, tranquillement, il n'y a pas de problème ici. Et il veut lui faire enlever la sandwicherie. Ils veulent lui mettre des bâtons dans les roues. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on pète les plans? C'est pas possible là, c'est fini. Faut arrêter de nous casser la tête. Parce que ça va plus le faire. Arrivé un moment, on va plus tenir, franchement. Je démarre le sang-tu, au départ c'est confus, aujourd'hui le sang-tu, c'est le retour de la censure, c'est du sensationnel. Au Mirail, une certaine habitude de la discrimination a forgé la conviction d'un deux poids deux mesures. Deux poids deux mesures à l'embauche, mais aussi à l'école, au tribunal, dans les médias ou dans la religion. On a le sentiment de vivre du mauvais côté de la France, voire du mauvais côté de la vie. Et concrètement, du mauvais côté du périph'. J'ai le rap comme ce lobby, tu rappes à votre jalousie, j'ai de la pure, toi tu négocies pour du com ou de la paraffine. Le temps de perdre son temps dans le 31-5, je suis dans les temps, je patient, je fais partie d'aucun clan. Et je me casse la voix au micro, on m'appelle Coco, ce qui là, tu t'écrases les mythos, tous ces ghettos. On vit pour le son, représente la vie à fond, toujours la même dans le son. Sarrazin, oublie personne, c'est pour le nord-est, sud-ouest, pour le nord et tout le reste, pour ceux qui nous aiment. Lui, c'est Clams, un des rappeurs du Mirail. C'est aussi le premier qui m'a fait confiance il y a 3 ans. Il a grandi dans une cité, moi dans les classes moyennes. Il est croyant, je suis athée. Il est musulman, je suis juif. Sa curiosité pour mes origines a favorisé le dialogue, comme avec beaucoup de jeunes du quartier d'ailleurs. Avec Clams, nous sommes devenus amis, même si on n'est pas d'accord sur tout. T'es vulgaire en effet, veuillez m'en excuser, mais souvent c'est le plus normal du prochain dépassé. T'as des mecs dans les quartiers, ils endurent la misère des quartiers comme si t'avais tué sa mère et son père. Le fait d'être en bas, de sortir, d'être discriminé à l'embauche, d'être discriminé à l'adresse, d'être discriminé même au côté festif de la vie. Genre, tu veux sortir à Toulouse, tu vas aller dans une boîte ou quoi? Ouais, tu vas aller dans un bar, pub, à la rigueur un PMU même. Tu vas là, t'es toléré. Mais après, dans des endroits chics ou propres ou quoi, ou même si t'as envie d'aller voir d'autres horizons ou quoi, non. On te réduit à chaque fois, on te remet, on te fait bien, on te rappelle bien que tu es à ce niveau-là. Donc, toi, tu veux plus aller vers l'extérieur, tu veux créer ton extérieur dans l'intérieur, tu vois? Tu te mets bien, tu te gonfles, tu te fais ton royaume dans ta tête, ton personnage, ton truc. Et tu vis la vie au jour le jour. Dans les quartiers, tous les gens ils vivent à la minute. Après, il y a des gens qui galèrent, qui pleurent, qui rentrent le soir, qui souffrent, qui n'ont pas le temps de vivre, de boire un café, qui n'ont pas le temps de sortir, qui ont passé leur vie à... Ça y est, la jeunesse, elle est partie, ils connaissent même plus c'est quoi la séduction, ils connaissent même plus l'amour, ils connaissent... Il y a des gens, ils sont voués à eux-mêmes. Et même, voilà, c'est dur, c'est pas facile. Franchement, c'est dur. Alors en plus, si on t'enlève la croyance, le seul truc auquel tu veux t'accrocher, qui te fait dire que t'inquiète, si eux, ils t'ont dénigré, moi, je t'aimerais. Tu vois, c'est ça, en vrai, la religion. C'est rien d'autre. Après, oui, t'as des obligations, bien sûr. Si t'as pas d'obligations, ça devient un bordel. Ça devient un bordel. Et heureusement qu'il y a l'islam, la tête à ma mère. Et wallah, que les Français et tous les autres peuvent dire merci à l'islam, je te le dis. Qu'ils disent bien merci à l'islam. Wallah, qu'ils le disent bien haut et fort. Clams est le premier qui m'a fait sentir combien les habitants du Mirail dressaient l'islam autour d'eux comme une barrière de sécurité. Une faille sensible qui les touche en plein cœur et qu'il ne faut pas agresser.
S'il n'y avait pas l'islam, Rennery serait Chicago. Et Bagatelle serait Compton et Bellefontaine serait Brooklyn. Façon de parler, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on a l'islam aujourd'hui et il y a quand même des armes qui circulent. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même des tueries à Marseille, Toulouse, partout. Avec l'islam. S'il n'y avait pas l'islam... Parce que, comme on parlait tout à l'heure, de haine, de rancune et tout, les jeunes, ils en ont, hein. Faut pas croire. Hein. Mes amis et moi, enfin les gens de mon environnement, on est capable de ne pas tuer, de retenir notre colère sans la l'islam. religion. Je Ça veut savais. dire, je savais. non, mais ça veut dire que dans les quartiers, vous en avez vraiment besoin. Bonne question. C'est parce que la question, c'est pas de savoir si je suis pour ou contre. J'ai pas à être pour ou Mais contre. t'as vu, je savais que t'allais me dire ça. Mais oui, tu me C'est connais. comme si à un moment, genre, on allait me dire ouais, bah alors vous êtes plus bête que les autres, il vous faut carrément un mode d'emploi pour respecter. Ça n'a rien à voir. C'est qu'à un moment, quand le système ne t'éduque pas, parce qu'il n'a pas envie de t'éduquer, façon de parler, quand le système il te laisse à l'abandon et que tu n'as pas de règles, parce qu'au final, on n'a pas de règles, nous. C'est quoi les règles? La loi? Quelle loi, elle est contre nous? Quelle loi? On ne sait même pas, on ne la connaît même pas, la loi, en plus, on n'a même pas appris. Je ne connais même pas, moi, la loi. Je sais qu'il ne faut pas voler, pas mentir, mais ça, je l'ai appris de mes parents. Je n'ai pas eu besoin de la loi, moi. Et mes parents m'ont très bien éduqué. Mon père, moi, tous nos parents à la cité, tous les parents que je connais, moi, c'est rare où les parents eux-mêmes qui n'arrivent pas à éduquer leurs enfants, c'est des parents qui n'ont même pas réussi à eux à s'en sortir déjà. Mais sinon, les parents qui se tiennent debout, ils nous ont très bien éduqués. Moi, mon père, quand je volais, moi, il m'amenait pas, il me disait pas puni au coin de l'angle. Hein. Quand je volais ou il m'attrapait, j'en mangeais une grosse, je m'en rappelais pendant 20 ans. La France, elle nous aime pas, ça se voit, ça se sent. Du moins, pas le peuple, hein, je parle pas du peuple. Dans le peuple, il y a une majorité, une minorité. Ça, je suis pas allé peser, tu vois. Mais après, moi, j'ai pas de problème. Moi, j'ai des amis français, j'ai des amis chinois, des amis renois, des amis israéliens, des amis ce que tu veux, tu vois. J'ai pas de problème avec ça. Mais la France, elle aime pas les étrangers déjà. Mais elle a des préférences. Franchement, nous, on est chaud. On est des gens chauds. Genre les mecs des quartiers populaires, qu'ils soient arabes, français, tac, quand ils ont grandi avec une éducation de banlieusard, en quelque sorte, on est chaud. Plus les origines, c'est vrai qu'on est chaud. Parce qu'on est habitué à se faire taper dessus. Donc logiquement, teste-le sur n'importe quoi, sur un chien, un chat, un homme, un humain, ce que tu veux. À force de taper dessus, à un moment, le mec, c'est lui-même, à ses enfants, il fera la même chose de façon de parler. Ça devient quelqu'un d'agressif. Peur des coups, peur des façons de parler. Donc à force qu'on nous tape dessus, nous on est devenus comme ça. On est chaud. Ça, c'est vrai, je le dis, on est chaud. Mais de là à aller tuer des enfants à bout portant, de sang-froid, un rebeu de quartier comme ça, franchement, je n'y crois pas une seconde. L'inconcevable violence de Mohamed Merah. Au Mirail, il est trop difficile d'admettre qu'une telle barbarie ait pu provenir du quartier, comme si c'était le quartier dans son ensemble qui se sentait mis en cause. À défaut d'accepter l'inacceptable, on s'est mis à explorer toutes les voies du déni. Ce serait un coup monté par d'obscurs services secrets pour distiller un sentiment de peur chez les Français, une peur des musulmans et de l'islam. Ici, on a l'impression de faire peur depuis toujours. C'est une vieille histoire qui a commencé bien avant le terrorisme. La peur des Français, il n'en montre pas, il la cache. Il la cache, ils n'en montreront jamais devant nous. Il la cache parce que justement, par peur qu'on se vexe ou qu'on se braque. Et c'est un sujet très tabou. Donc ils n'en parleront jamais avec nous directement. Et jusqu'à présent, jamais un Français est venu me parler de la religion ou de quoi que ce soit. Et pourtant, j'aimerais bien qu'un jour, quelqu'un s'intéresse. Et justement, là, ça me prouverait que cette personne-là a de la jugeote. Ils n'ont pas peur de nous, ils ont peur d'eux-mêmes. Ah ouais? Bien sûr, pourquoi ils ont peur de nous? Nous, on est des Français de toute façon. Moi, j'ai ma carte d'identité française. Je suis né en France. Je sais parler, je sais écrire. Je travaille avec les Français, sauf qu'ils ne nous acceptent pas, c'est tout. C'est ça. C'est ça. Sinon, nous, on est 100% français. C'est notre pays, il est où? Il est là. Je crois qu'il est où, notre pays?
Bien sûr. On est né là, on a toujours vécu ici. T'imagines, tu vas en vacances, en France, hein? Oui. Tu vas sur la côte, Ouais. tu vas dans un camping comme toute famille normale. Moyenne. Voilà, tu vas dans un camping, tu prends un mobil-home. À côté, il y en a plein de mobil-home, hein, parce que le camping, il est rempli. Mais quand c'est l'heure de l'apéro, par exemple, bon, je prends pas l'apéro, mais par exemple, quand c'est l'heure de l'apéro, tu vas tous les voir, ouais, venez prendre l'apéro chez nous, venez. Mais à nous, jamais on nous propose. Nous, jamais on nous propose. Tu vois, c'est incroyable. Hein. I'm transmitting live with the hardcore style. Mirai West South, Sarrazin. Une fille, on va dire, elle se transforme facilement en quelque chose qui ne vient absolument pas du quartier. Un homme, il reste la démarche que un homme, enfin, les hommes dans les quartiers et les hommes français, on va dire, je suis désolée, ils n'ont pas du tout la même démarche. Ils n'ont pas du tout le même accoutrement. Ils n'ont pas les mêmes mimiques, les mêmes gestes. Et ça joue beaucoup. Donc, un garçon d'un quartier qui va aller passer un entretien, il y a toujours ce naturel qui revient un petit peu, même s'il essaye même s'il fait le plus gros des efforts, le naturel, il revient quand même. Et c'est vrai que c'est plus difficile. Donc... Ouais, alors que les filles peuvent plus arranger les choses, plus s'adapter d'une façon ou d'une autre. Exactement. Et puis dans tous les cas, une fille, elle a quand même l'habitude d'avoir plusieurs rôles, parce que déjà rien qu'à la maison, elle peut avoir le rôle de petite sœur soumise, de sœur responsable, de maman, de femme de ménage, de femme indépendante qui va aller s'occuper de toute la maison quand les parents sont pas là, en même temps elle va être à l'école, en même temps elle va être au travail. Une femme a beaucoup plus de casquettes qu'un homme dans un quartier. Tu sais, ce qui m'a quand même beaucoup marqué dans le quartier, c'est l'autorité des hommes sur les femmes, du masculin sur le féminin. Ouais, mais moi je te dirais encore une fois, c'est normal. C'est dommage de dire ça, hein. Je m'en rends compte. Si on est comme ça, c'est qu'on l'accepte, c'est qu'on est comme ça. Après, s'il y a des jeunes filles qui s'en accommodent pas, elles partent de chez elles, tout simplement. Ça arrive souvent que des jeunes filles s'en vont de chez elles parce qu'elles ne l'acceptent pas. Les frères ne veulent pas leur donner plus de liberté que ce qu'elles ne peuvent avoir ou que ce qu'elles n'ont. Donc tout ce qu'elles font, c'est partir de chez elles. Peut-être un jour elles reviendront, peut-être pas, on ne sait pas. Oui, mais elles perdent leur famille quand même. Oui. Le prix à payer est cher. Oui, mais elles l'acceptent, puisque c'est elles qui le veulent. Je sais que quand j'aurai une famille, ça sera pareil. Je ne serai pas soumise à l'homme, mais il gardera une certaine supériorité par rapport à moi et je l'accepterai sans problème. Mes enfants, si j'ai des filles et des garçons, et que les garçons sont les plus grands, forcément, il y aura une autorité de plus. C'est comme ça, c'est chez nous, c'est notre nature, c'est notre tradition. Et on est libre ou pas de garder nos traditions. On a choisi de le faire. Il y en a qui ont choisi de ne pas le faire. C'est comme ça. Mais ils sont toute une famille à avoir choisi de ne pas le faire. C'est-à-dire que autant la fille que le garçon dans la famille sont égaux, autant la fille peut faire ce qu'elle veut que le garçon, autant la femme que l'homme. Donc c'est pas une question d'intégration ou de changement, c'est chacun est comme il est à ce niveau-là. Dans une famille française occidentale, mais qui va avoir cette supériorité du masculin par rapport sur le féminin, on ne va pas le voir forcément à l'extérieur. Pourquoi ? Parce que l'homme n'est pas plus découvert que la femme. Mais si on rentre dans leur foyer, réellement, si on demande par exemple à la femme si elle veut signer un papier, si elle veut commencer à faire des dons, si elle veut commencer à monter un projet, là, peut-être que, mon mari, attendez, il faut que je voie. Si on commence. Mais il faut creuser. Sauf que dans le monde musulman, on n'a pas besoin de creuser. Ça se voit tout de suite. Laisse-moi m'évader. Laisse-moi survoler. Laisse-moi décoller. J'ai envie de m'envoler. Laisse-moi m'évader.
Laisse-moi survoler, laisse-moi décoller. J'ai envie de m'envoler. Laisse-moi m'évader, laisse-moi survoler, laisse-moi décoller. J'ai envie de m'envoler. Laisse-moi m'évader, laisse-moi survoler. Yaman. À la fin de l'adolescence, ses perspectives de vie semblaient restreintes. Bonne élève, elle avait pourtant toutes ses chances de faire des études supérieures. Mais entre le port du voile et le baccalauréat, la jeune femme a fait son choix. À défaut d'université, elle est entrée dans la vie adulte à 17 ans par la voie du mariage. J'ai toujours dit à mon père, le jour où tu verras quelqu'un qui me correspond, eh ben, tu me le dis et je me marierai avec. Et puis j'ai aucun impératif physique ou autre. C'était vraiment, moi ce qui m'intéressait, c'était son comportement et sa pratique. Pratique en général, hein, que ce soit de la religion, mais pour moi ça va de soi, comportement et religion, parce que ça fait partie. Voilà. Il est venu me demander ma main, on a discuté avec mes parents et moi, il m'a plu, et une semaine après il a fait la demande et on s'est mariés. Tout simplement. Donc j'ai pas parlé avec lui avant le mariage, j'ai jamais parlé avec lui toute seule avant le mariage. Voilà. Assez simple. Et ça fait 13 ans que ça dure. Question personnelle, à quel moment êtes-vous tombée amoureuse pour de vrai? Pour de vrai? Ouais. La première fois que je l'ai vu. Sans même le connaître et sans même que... Voilà, la première fois où on a discuté, il y avait mon père, ma mère, il y avait un couple d'amis de mes parents et il y avait moi. Et la première fois où je l'ai vu, le courant, et voilà. Il m'a plu sans même savoir vraiment, sans même connaître sa vie, il me plaisait déjà. C'est sa façon, c'est son comportement ce jour-là qui m'a plu. Voilà, comme ça c'est chargé. Merci. Bonne journée. Au revoir. Je vois arriver toute une génération qui vit un temps bien plus difficile que l'autre, et sa révolte, c'est plus de morale, plus de loi, plus de tout ça. Ça m'hallucine. C'est vrai. C'est vrai, hein, il y a eu la période où, voilà, sans ni Dieu ni maître, comme on dit, sans foi, sans loi. On fait ce qu'on veut, il faut la liberté totale. Et c'est vrai qu'il y a un retour vers les sources, un retour vers la morale, vers vouloir revenir vers des lois. On le voit que ce soit des musulmans ou des non-musulmans en France. Hein. Quand on a interdit les voiles à l'école, on a dit sous prétexte de protéger les filles qui ne le portent pas. On a interdit le voile pour protéger certaines. Et on en a discriminé d'autres, comme moi, comme mes sœurs. Et il y en a eu beaucoup, mais on n'en a jamais parlé. Et malheureusement, c'est des filles qui, malheureusement, peuvent se retourner contre la société. En fait, on interdit, on est contre la religion au lieu d'accepter toutes les religions. Celui qui doit être sans religion, entre guillemets, qui doit être neutre, normalement, logiquement, celui qui doit être neutre, c'est par exemple le professeur d'école. Oui, il doit être neutre. Peut-être que moi, je suis pas trop non plus pour qu'une femme peut-être voilée enseigne à l'école publique. Parce que peut-être que c'est pas sa place. Je suis pas non, voilà, pour qu'elle soit dans une école. Mais l'élève, s'il a envie d'aller à l'école, avec un voile, il n'y a aucun mal. Mais vraiment aucun mal. Parce que pour moi, c'est ça la laïcité. Ma relation par rapport à mon voile, ça n'a rien à voir avec les hommes. Vraiment rien. Une raison simple, je l'ai porté avant de me marier. Donc c'est pas mon mari qui me l'a imposé. Et je n'aurais jamais autorisé un homme de me l'imposer. Mais alors jamais. Je pense qu'on me l'aurait imposé, je ne l'aurais même pas mis. Mon père ne me l'a jamais imposé. C'est vrai, on est 6 filles. Vous allez me dire comment ça se fait que toutes elles sont voilées. Je pense qu'il y a une... quand on est éduqué dans un milieu, je pense qu'on suit forcément certaines choses. Je pense que si une de mes sœurs ne s'était pas voilée, peut-être qu'on aurait parlé avec. Peut-être, hein, je ne vais pas vous dire, ouais, on l'aurait laissé, on lui aurait dit, fais ce que tu veux. Peut-être qu'on lui aurait dit, ouais, mais tu sais, le voile, voilà, c'est quelque chose qui va peut-être te préserver, pas par rapport aux hommes, hein, mais on ne l'aurait pas ni jugé, ni mis à la porte, ni rien de tout ça. Ça fait presque 3 mois que je le porte. D'accord, c'est récent. Ça faisait, oui, mais ça faisait longtemps que je voulais le porter. Sauf que par rapport au lycée, aux médias, avec tout ce qui se passait, les trucs de Mohamed Merah, etc., franchement, ouais, j'avais peur, donc je ne l'ai pas porté. Mais au final, je me suis dit, je préfère me préserver plus tôt que ne pas le mettre du tout. Parce que je me dis, imaginons, demain, je meurs. Au final, je ne l'aurais pas mis alors que j'aurais eu envie de le mettre.
Alors, quelle est la première raison de porter le voile? Se préserver. C'est-à-dire, explique-moi. Déjà, c'est... je sais pas comment l'expliquer, mais c'est se préserver du mal en quelque sorte. C'est vraiment se préserver du regard des hommes. En fait, Du regard des hommes, en fait. À la base, c'est pour ça. La femme, elle doit se couvrir pour pas tenter les hommes. Voilà, pour pas... garder sa pudeur. Être menée, voilà, à la tentation Voilà, de l'homme. exactement. On pourrait imaginer que les hommes se voilent pour ne pas tenter les femmes. C'est pas pareil, l'homme, il a été créé, voilà, Dieu, il a créé l'homme. Parce que voilà, les hommes ils sont souvent plus tentés par le corps des femmes que vice-versa, que la femme ne va pas forcément Elle n'est pas forcément voilà, tentée par l'homme. Voilà. C'est vrai en plus. C'est pour ça. Enfin si, ça dépend. Et la femme a plus de parties, je veux dire, voilà, un corps avec des parties que l'homme n'a pas forcément. Donc voilà, c'est ça qui fait qu'on doit couvrir ces parties-là. Voilà. J'ai été convoquée dans les bureaux de mon lycée, on m'a dit que j'avais un changement radical, que en quelque sorte, alors que je suis très bonne. J'ai 15 de moyenne générale au lycée, j'ai fait station. Ça n'a rien changé en moi. Ouais. Mais ils croient que je ne vais pas réussir, je pense. Ils sont là, ouais, pourquoi tu t'habilles comme ça et tout. C'est juste ma façon de m'habiller qui a changé. Ils croient que je vais partir en Syrie et tout, alors que pas du tout. Déjà que j'ai pas envie de passer mes vacances au bled. Je risque pas d'aller en Syrie vivre là-bas, donc voilà. Moi, par exemple, je suis contre Daesh. Ouais. Pour moi, voilà, ce sont des gens qui se sont levés contre les gouverneurs alors que notre Seigneur il nous l'a interdit. Et c'est des gens qui... Non, il n'y a qu'à voir les vidéos de ce qu'ils font. Ça n'a rien d'islamique, mais rien du tout. Enfin, moi personnellement, Daesh n'a rien d'islamique. Mais rien du tout, c'est des barbares. Comment ça se fait, moi je suis musulman, tu dois penser au bien-être de ta famille, non, tu les amènes au milieu des bombes, ça veut dire quoi? Ça, je parle aux gens d'ici, là, qui prennent leurs enfants et qui vont là-bas, ça veut dire quoi? Pourquoi tu ne laisses pas ces chances à lui? Il ne faut pas grand-chose pour prendre la décision de partir. Moi-même, il y a quelques temps, j'avais envie de partir. C'est juste que, voilà, après, on m'a fait comprendre des choses, etc. Mais voilà, il faut surtout discuter. Il faut surtout suivre le bon minhaj, parler aux bonnes personnes. Parce que, en fait, la plupart des gens qui partent, c'est des gens qui sont faibles au final dans leur cœur. Maintenant, je vais vous dire un truc. L'islam fait peur, vous savez pourquoi? Parce que l'islam, c'est la vérité. Et ça, les gens, au fond, j'ai l'impression qu'ils le savent, mais ils veulent pas l'admettre. Parce que c'est dur de se soumettre à un Seigneur, de prier 5 fois par jour, de mettre un nom à l'alcool, de plus regarder des filles, de plus forniquer à droite, à gauche, nanani, nanana. Et ouais, mais ça, les gens, ils le savent, mais ils veulent pas. Et tu crois pas que toutes les religions pensent d'elles-mêmes qu'elles sont la vérité? Je pense que les juifs pensent que leur religion est la réalité et les chrétiens moi, je vous le dis, moi, je te dis, il n'y a qu'une vérité, c'est l'islam. Il n'y a qu'une vérité, c'est l'islam. C'est tout. Le reste, c'est je sais pas quoi. Eric, un habitué du Cat Burger, converti à l'islam depuis une dizaine d'années. C'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, avec une façon très entière d'aborder les sujets qui fâchent. Pour que tout soit clair entre nous, il me raconte ce qui ne se dit d'habitude qu'entre jeunes. Moi, je pense réellement qu'au-dessus de Hollande, au-dessus d'Obama, il y a des gens. Qui sont? Qui sont, après, je sais pas, on va partir sur des trucs Illuminati, je vais pas leur donner des noms spéciaux. C'est le pognon, les gars, c'est les milliardaires du monde qui dirigent ce monde. Mais moi, je suis persuadé qu'au-dessus de... Même les francs-maçons, c'est quoi? C'est des gavets entre eux, qu'est-ce qui vous arrive? Tu crois qu'il est chômeur, le franc-maçon? Oh, il n'est pas là, il n'est pas au Pôle emploi, non, bien sûr. Le franc-maçon. Hein. Tout ça, c'est les milliardaires, ils veulent quoi? Nous, on est leur bétail. Les francs-maçons, ils font pas des réunions tous les ans. Ils se réunissent dans un hôtel et puis ils se disent, voilà, cette année, il va se passer ça, 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 ça. Donc, si, tous les ans, ils font des réunions. Voilà, ils font des choses et puis les Obama, les Hollande, ils sont juste là, mais il y a des gens au-dessus d'eux, voilà. Le pouvoir, finalement, c'est l'argent. C'est les banques. C'est les banques. Et c'est qui tient les banques? Voilà, je laisse juste, voilà. Pour moi, le pouvoir, c'est ça. C'est l'argent. Qui tient l'argent? Voilà.
Les gens qui tiennent l'argent, les gens qui ont l'argent, c'est ceux qui ont de l'argent. Mais qui a de l'argent? Mais qui a de l'argent? Les Rockefeller, les Bilderberg, toutes les plus grosses familles. Et ils sont pas musulmans, ceux-là. Les familles les plus riches du monde, c'est eux qui détiennent toutes les richesses du monde, c'est eux qui mettent les prix en place, qui mettent tout ça en place. Et vous pensez que c'est des juifs, forcément? C'est pas forcément. Après, c'est les sionistes, quoi. Je pense qu'il faut arrêter de se mentir. C'est les sionistes. Voilà, on dit c'est les sionistes, quoi. Les sionistes, c'est les juifs sionistes, quoi. Après, on va pas mettre tous les juifs dans le même sac. Mais on parle des juifs sionistes, quoi. On parle pas de tout. On parle pas du petit juif qui pratique sa religion, voilà, etc. Non, on parle vraiment de ceux qui. Tu veux dire que c'est le sionisme, c'est toute la dynamique autour du sionisme qui instaurerait l'ordre mondial, l'ordre américain, etc. Ça, il y a un truc spécial sur le sionisme. C'est ça, exactement. Ils ont un projet en commun, ces gens-là. Qui? Les juifs? Ouais, il n'y a pas que des juifs. Hein. Les juifs et les chrétiens sont alliés hein, dans leur délire, là. Parce qu'il n'y a pas que des juifs sionistes, il faut faire attention. Il y a des chrétiens comme Bush, c'est pas des juifs, Bush. Pourtant, il est avec Netanyahou. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Ils sont ensemble, ces gens-là. Et ils ont un projet en commun, ces gens-là. Voilà. J'ai pas envie de polémiquer, partir sur des trucs. Les gens ils vont dire ouais, mais lui il est parti dans des complots, des trucs. Mais la vérité, c'est que vraiment, ils ont un projet en commun et c'est eux qui dirigent. C'est pourtant du complotisme. On y retrouve des francs-maçons, des Illuminati, des juifs, des homosexuels, des satanistes, des sionistes, bref, toujours les mêmes. Mais ce n'est pas tout. Les commentaires du Coran prédisent que la bataille de la fin des temps se déroulera à Jérusalem, où sera anéanti un messager satanique, faux messie des Juifs, le Dajjal. Et si vous voulez, Allah il a créé un être pour les tromper, ces Juifs-là. Et Allah il va envoyer un être ici sur Terre qu'on appelle El Messie al-Dajjal. Mais pour qu'il arrive, voilà, c'est l'Antéchrist. C'est l'Antéchrist en français. Mais pour que cette personne-là il arrive, il y a certaines choses qui doivent se passer, notamment en Israël. Il faut d'abord le grand Israël, etc. Il faut qu'Israël passe première puissance mondiale, etc., etc. Et donc c'est pour ça qu'il n'y aura jamais de paix entre Palestine et Israël. Parce que les Israéliens, ils attendent toujours leur Messie, qui ne devrait pas tarder, je pense. Et pour qu'il arrive, ils sont obligés de faire le grand Israël, et tout ça, et tout ça. Et donc c'est pour ça que jamais il y aura de paix. Non, c'est pas vrai. C'est inévitable, parce que c'est écrit. C'est Allah qui décidera. Si Allah, peut-être qu'il voudra la paix, écrit, eh bien, il fera la paix. C'est écrit, S'il veut la paix, il aura la paix. Il n'y aura pas la paix, c'est écrit. Pourquoi? Allah, il a dit, avec ou sans vous, l'islam sera dans ce monde. La troisième guerre, c'est les musulmans contre le reste du monde. D'après la rumeur, y'a rien. Ça dit qu'on pleure sur notre corps. Nous, la rumeur, on la fait et on l'enterre. Garde tes rumeurs et tes humeurs, tu vas finir sur une chaise. D'après les rumeurs, ça craint. Si la rumeur, cousin, c'est mort. D'après la rumeur, y'a rien. Ça dit qu'on pleure sur notre corps. Nous, la rumeur, on la fait et on l'enterre. Garde tes rumeurs et tes humeurs. D'après la rumeur, le Dajjal serait déjà sur Terre, la troisième guerre mondiale imminente et la fin du monde pour demain. Toujours d'après la rumeur, ce seraient les sionistes, comme ils disent, qui auraient créé le Daesh et qui organiseraient ces attentats. Quelque part, ça vous fascine comme un film de science-fiction où dominerait le côté obscur de la force. Mais le problème du complotisme, c'est qu'il crée de la confusion entre croyance et réalité. Il repose sur une vision paranoïaque qui ne présage rien de bon. Ce qu'il y a, c'est que les gens ils prennent un peu ce qui les arrange dans la religion. Et déjà, la religion, pour moi, on ne la prend pas comme ça. Il y a des gens qui ont fait des études, qui ont étudié des années, toute leur vie, pour justement nous expliquer que certains textes. Et certains textes vont vous parler, oui, de la bataille finale entre les juifs et les musulmans, que les musulmans vont être persécutés et que finalement, c'est les musulmans qui vont gagner. Et donc, je pense que les gens vont prendre un jeune qui ne comprend rien à la religion, il ne prie même pas. Il prie même pas, il fait à peine Ramadan, et encore, pendant Ramadan, il va vous parler de ça automatiquement. Ah oui, mais les juifs... Alors quand moi je vais par exemple dans un débat sur ça, juifs, musulmans ou autres, on me dit oui, mais les juifs, un jour, ils vont nous persécuter, ça va être eux qui décident. Ils sont déjà dedans, parce qu'ils pensent que forcément les juifs, c'est eux qui... ils sont dans la théorie du complot, tout ça, donc ils pensent que c'est les juifs qui dirigent le monde, etc. Je pense que peut-être qu'ils dirigent certaines choses, mais tout le monde, de là à dire tout le monde, c'est un peu trop.
Donc voilà, je pense qu'il mélange vraiment beaucoup les textes. Et si on regarde vraiment dans les textes, vous avez beaucoup plus de textes qui parlent du respect qu'on doit avoir avec son voisin, qu'il soit juif, avec son ami juif, etc. D'aussi les textes qui expliquent comment on doit respecter les gens du livre, avoir un grand respect pour eux, que les textes qui vont parler de la fin du monde. Alors quand on dit la fin est proche, la fin du monde est proche parce qu'il y a des signes, et en fait la fin du monde est proche par rapport à nous, par rapport à notre croyance en islam. Par rapport à Dieu, il n'y a pas cette chose du temps. Le temps, c'est pas pour nous, le temps, c'est proche, c'est 5 ans, 6 ans. Peut-être dans la religion, c'est autre chose. Peut-être ça peut être dans 1000 ans, dans 2000 ans, l'approche de la fin de ces temps. Peut-être dans 10 000 ans, dans 100 000 ans. Yaman ne vit pas dans le mythe de la fin des temps, mais navigue dans les eaux plus troubles de l'islam politique. Elle a grandi dans une communauté islamique rurale de l'Ariège, dont le leader charismatique était son oncle. Surnommé l'émir blanc, il a été cité plusieurs fois dans l'affaire Mera et dans les filières djihadistes vers l'Irak et vers la Syrie. Yaman a rompu tout contact avec lui depuis longtemps, mais je sais qu'elle a une importante activité militante, notamment pour les causes palestiniennes et syriennes. Après, en Syrie, ce qui se passe, il y a quand même eu une révolution à la base. Donc il y a plusieurs groupes et on ne peut pas dire que tous ces jeunes sont forcément partis à Daesh. Il y a aussi des groupes, il y a les groupes armés, mais qui sont vraiment des révolutionnaires et qui se battent vraiment contre un oppresseur. Moi-même, j'ai ma mère syrienne, mais moi-même, si j'étais seule, je serais allée là-bas pour aider mes frères et sœurs. Mais pas pour tuer des gens, bien évidemment, c'est la logique. C'est pas évident de savoir ce qui se passe réellement. Parce que moi, j'ai des échos aussi de là-bas. De là-bas ? Sur place. Vous avez des échos du Daesh ? Moi, j'ai des échos, j'ai des personnes sur place qui me disent qu'elles sont justement carrément dans la ville où il y a le I, tout ça, et comment elles sont accueillies là-bas. Voilà, là-bas, déjà, dès qu'elles arrivent, elles ont chaque homme est placé dans un médecin va être placé dans un hôpital, un combattant va être placé au combat. Les femmes sont tout de suite, quand elles arrivent là-bas, ils ont un appart, ils ont un salaire. Donc voilà, on les fait rêver un petit peu. Moi, ce que j'entends de là-bas, c'est pas ce qu'on entend ici. On me dit n'écoute pas les médias, donc c'est pas évident de savoir en fait. Moi-même, je sais pas qui croire, comment. Après, ce qui peut attirer, serait-ce que de voir la situation des Français musulmans. Il convient de faire le tri entre la foi, la politique et la propagande. Yaman se trouve parfois à la croisée des chemins. Ça entretient un certain flou idéologique. Étant entourée par ma famille, etc., des fois j'ai eu des idées noires. Alors imaginez une fille qui se retrouve seule, parce que moi j'ai connu des filles qui, contre leurs parents, mettaient le voile et elles se retrouvaient attaquées du côté de l'école, tout ça, mais aussi de leurs parents. Parce que tu vas rater ta scolarité, tu vas rater ta vie parce que tu te voiles. Donc c'est des filles qui se retrouvent dans un milieu très difficile, donc forcément on leur fait miroiter qu'ailleurs c'est meilleur, elles y vont. Comme il y a le ramadan qui arrive demain, et bien là il y a des jeunes, ils vendent des abaya. J'en ai acheté une, comme ça on est prêt. Eh oui. Abaya c'est quoi? C'est une camis. Et pendant le ramadan, c'est bien de suivre le prophète s'habiller comme ça, Benoît s'habille comme le prophète. Donc pour ramadan, tu laisses tomber le survêt? Ouais, je vais mettre ça, c'est mieux. Toi aussi, Clems? Toi aussi? Monte. Ça va? Bonjour. Ça va? Bien. C'est instable, tu vois, des fois je pratique, des fois je pratique pas, tu vois. Mais quand même, je veux dire, la religion, ça m'a appris des choses, tu vois. Ça m'a appris à avoir un bon comportement avec ses parents, avec les voisins, avoir un bon comportement, même avec un bon comportement avec les juifs, les chrétiens, avec tout le monde, tu vois. Parce qu'on a une crainte, parce qu'on connaît, le jugement de notre Seigneur à la fin. On sait qu'on va payer pour tel et tel péché. Voilà, moi, personnellement, je ne serais pas musulman. Franchement, je pense que j'aurais fait beaucoup plus de bêtises. Sincèrement. Moi, c'est la crainte d'Allah qui fait que... C'est la peur de l'enfer qui fait que... voilà, je préfère m'abstenir. Le monde d'emploi, on en a besoin, apparemment. Tu vois ce que je veux dire?
Moi, j'ai pas de problème particulier avec l'islam, tu le sais bien. Mon problème, c'est que j'ai l'impression que vous minimisez la gravité des attentats. Ça c'est fait, c'est une chose. Ça c'est fait. Ça, y a pas de souci. Ça c'est fait, y a pas de problème. Donc nous, on remet pas en cause les victimes, les dommages collatéraux, on le remet pas en cause et on compatit pour ces gens-là. Tu vois ce que je veux dire? Normal, comme je pourrais compatir pour un humain, voilà. Mais le délire qu'il y a, c'est que le pourquoi, le pour qui, tu vois, tout ça, c'est pas pour nous, tu vois, c'est pas fait comme ça c'est dit. Il n'est pas là le problème. Le problème, c'est qu'il faut qu'on avance. Le problème, c'est avancer. C'est pas de rester derrière, est-ce qu'ils ont fait, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils n'ont pas fait. C'est trouver des solutions, comment arriver. Complot, t'en as et t'en auras. Tu crois que c'est d'aujourd'hui les complots? Arrêtez, les gars. Arrêtez de dire n'importe quoi. Vous êtes en train de vous embourber dans ce que vous dites. Faut avancer, les frères. Arrêtez de rester bloqué sur le passé. En fait, normalement, en tant que musulman, on doit être très très loin de tout ça. Normalement. Les complots, on n'a pas le temps pour ça, normalement. Normalement, déjà, le djinn, ça prend du temps. Rien que la prière et tout ça, de penser, ça prend du temps. Va dans une mosquée et demande à l'imam de parler de tes gels, il va te dire dehors. Il va te dire... Ça veut dire que dans une mosquée, un imam ne veut pas parler d'antéchrist? Ben, c'est des sujets un peu... Enfin, moi, perso, j'ai jamais assisté à un cours où on parlait du Messer Dajjal. Est-ce que c'est vraiment des sujets principaux ça? Faut s'y attendre quand même. Je suis d'accord avec toi. C'est important. Mais dans l'islam, il y a des choses... L'épreuve du Dajjal. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais dans l'islam... C'est la pire des épreuves qui arrivera sur Terre, le Dajjal. C'est simple, il vient vers toi, va-t'en. N'essaie même pas de discuter avec lui parce qu'il va te retourner le cerveau. Le mec, il va arriver, il va couper des gens en deux, et les gens ils vont voir tous ces miracles. Ils vont se dire, mais c'est Dieu, lui. Quand tu regardes par coïncidence les films, les fictions, la télé et tout, tu remarques qu'il y a beaucoup de films qui tournent autour de ça. John Doe. Tu vois, John Doe, Seul au monde, Lost, Stargate, La Porte des Étoiles, des délires comme ça, tu vois. C'est la preuve que même les gens qui font ce genre de série de production, c'est pas de la ils fiction. Ils le savent C'est pour très ça très que je bien. leur ai dit, c'est pas de la fiction. Mais non. C'est le futur. Les gens ils croient qu'on est dans un film et de ça, mais c'est vous qui êtes dans un film en fait, finalement. Dans les films, il y a des signes quoi. Te mettre, C'est-à-dire que Hollywood raconte les dessins du Dajjal. Ouais, bien sûr. Raconte le futur. Mais en fait, c'est même pas, c'est le consentement direct. Il y a l'hélicoptère qui n'arrête pas de tourner. Et tu sais pourquoi ils viennent? Parce que demain c'est le ramadan. Et apparemment ils sont au commissariat en train de s'habiller et de préparer les boucliers. Là ils vont commencer à arriver dans le quartier et ils vont commencer à chauffer les jeunes prêts pour les émeutes. Voilà, ils veulent faire T'as bien vu, t'es avec nous toute la journée, ça se passe bien et tout le monde est calme. Nous on veut pas d'histoire. Mais là, on vient de recevoir un écho qui sont en train de s'habiller. Tu verras, reste là avec la caméra, tu vas les voir arriver avec des boucliers et tout. Pourtant il n'y a rien, le quartier est paisible. Mais ils vont arriver avec les boucliers là. Et c'est ça qui va déclencher les émeutes. Au lieu de venir discuter, les flics ils peuvent venir à se garer discuter avec les jeunes. Non, ils sont du quartier les flics, ils sont d'à côté. Ils peuvent venir discuter avec les jeunes. Voilà les gars, on vous souhaite un bon ramadan, j'espère que ça se passera bien pour vous, que tout se passera dans le calme. Ah, voilà, ça peut se passer bien les gens. Attends, tu ne connais pas, je te dis, on est que des êtres humains, on n'est pas des machines. Hein. Moi quand je me lève, je regarde plus les informations. Parce que dès que je sors de chez moi, j'ai déjà le démon. Je préfère je me lever, je regarde les dessins animés, je regarde Denver, je suis distrait. Dès que je sors, j'ai le sourire. Parce que si je me lève et que je regarde ces chaînes de télévision, je vais sortir avec la boule. Que ce soit le petit facho qui est là, qui est bourré toute la journée par la télé, voilà, qui va être embobiné, baratiné toute la journée par la télé, il va sortir, il va avoir la haine. Et le mec aussi, qui vit dans un ghetto, qui en a marre, qui soit stigmatisé à longueur de journée, il va sortir pareil. Il va être confronté à une personne comme ça va péter. Et ça, c'est dans toute la France. On est 68 millions en France, vous imaginez? 68 millions de Français qui se tirent dans les pattes toute la journée, comment on fait? Bien sûr, le mec, il est là, il vend 4 barrettes, il est bien. Il vend 4 barrettes, il achète son paquet de clopes, son sandwich, il rentre chez lui. C'est normal. Tu veux dire que la barrette de shit, c'est de quoi se payer le minimum de dignité? C'est le minimum, mais bien sûr, les mecs, ils vont pas les braquer. Ils ont des familles, ils ont des gens. Leurs parents, même eux, c'est des gens bien. Mais ils sont dans le besoin. Ils sont dans le besoin, les gens. Ils sont dans le besoin. Comment il va faire? Il va aller faire la manche. On n'est pas des Roumains, nous. On n'a pas grandi comme ça, nous, en faisant la manche, en tendant la main. Même lui, quand il va à une barrette, le mec, il est dégoûté, il a mal au cœur. C'est un musulman, c'est pas exemplaire ce qu'il fait. Le mec, il est musulman, il a grandi dans les cultures de l'islam. Ses parents, ils ont toujours appris les bonnes choses de la vie.
ne pas faire du mal, respecter les gens, même pour toi-même, pour ton amour propre et tout. Ça veut dire quoi, le mec il se retrouve là, comme un PD, il a rien. Sa poche elle est froide tout le temps, jamais elle est chaude. Au bout d'un moment, il se dit quoi, je vais rester comme ça? Bien sûr, je vends 3-4 barrettes, je mange, j'achète mon paquet de cigarettes. Mais après, il va pas devenir un baron de la drogue comme Pablo Escobar ou Mekou, je sais pas quoi. Le jour que le mec, ça va se décanter pour lui, il va avoir un CDI, un contrat à la clé, mais crois-moi, le mec, il va se lever à 5 h du matin, t'inquiète pas. S'il voudra prendre le bus ou le tram, il va aller au travail. Tant qu'il y a la fiche de paie à la fin, t'inquiète pas. Ouais, comme tu vois, ouais, c'est un peu tendu. En plus, on a avec du ramadan. Tu vois, c'est un mois sain, c'est un mois sain. Les gens, déjà, les gens, ils ont la pression parce que c'est le ramadan. Tu vois, on respecte, moi je respecte les... Plus les flics, ils mettent la pression, là, ils arrivent, ils sont préparés, ils sont juste derrière le grand immeuble que tu peux voir derrière, là. Ils sont juste derrière, ils se préparent. Comme tous les ans pendant le ramadan et comme pour tout événement au Mirail, les forces de l'ordre viennent montrer qu'elles sont vigilantes et nombreuses. Pour la police, c'est de la prévention. Pour les jeunes, ça raconte autre chose. Et voilà, ils cherchent la mer, regardez. Ils sont partout là. Ils ont des pistolets. Dès qu'ils tirent, ça lance une grenade et dès qu'elle explose, c'est de lacrymogène. Ça aveugle les mères de famille, les enfants, tout le monde. Aux jeunes, ça leur fait rien. C'est surtout pour les mamans et tout qui sont là, qui prennent lacrymo. Ils sont obligés de fermer les fenêtres. Ah, ils aiment pas nous voir comme ça, en moto, tourner. Ils aiment pas. Ils aiment pas qu'on prend leur... Les autres, ils sont rentrés dans le bloc de mes sachets. Ouais, on s'en va. Juste restez pas à côté d'eux, vous. Partez, vas-y, va vers là-bas. Est-ce qu'ils arrivent derrière toi? Va vers là-bas. Viens, on se casse vers. Non. On dirait des chefs militaires, tu sais comment ils se comportent. Aucun sourire, des Robocop, ils regardent de haut, charisme, tu sais. Charisme, regarde le charisme. C'est un gars méchant, tu vois. Ah. Voilà, lui va amener le CRS, lui. Ah putain, t'as un vrai acteur, comment il cherche dans la gauche. Moi j'ai dit vive la France et vive l'Algérie. La France est allée. Si tout le monde est de bonne volonté, ça doit bien se passer. Moi j'aime les deux pays. Les enfants ils ont grandi ici. Les jeunes maintenant ils sont un peu abandonnés. Pardon ? Les jeunes maintenant ils sont un peu abandonnés. Ils ont ni travail ni rien du tout. Ils sont en colère, ils sont perdus. Ils sont perdus. Parce qu'ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils sont là entassés dans les coins de bâtiments, dans des trucs comme ça. Lui, je sais pas, moi, ce gouvernement, il faut qu'il voit ces jeunes-là. Et qui ce soit. Il y a des jeunes qui sont complètement perdus, soit français, soit un arabe, soit un immigré, soit qui ce soit. Bon, nous, les parents, on peut les aider, mais demain, on ne sera pas là. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont passer tous à la drogue. Voilà. Il faut trouver une solution pour ces jeunes. Ces jeunes-là ont perdu tous les repères. Et le seul repère qui leur reste, c'est leur père et c'est leur religion. Et ils trouvent la solution de leurs problèmes dans la religion. Bien sûr, il y a l'islam politique et il y a la politique de l'islam. S'ils optent pour la politique de l'islam, c'est le moindre mal. Et s'ils optent pour l'islam politique et l'extrémisme, il y a un gros risque d'éclatement. Ça, c'est inévitable. Inévitable si ces gens-là, si on leur ouvre pas les bras, si on ne les comprend pas, si on comprend leur religion, si on les accepte tels qu'ils sont venus. Moi, je connais des Français qui ne sont pas racistes. Ils sont bien, ils sont gentils, ils rendent service, et ils sont aimants, tout.
pour les frontières. Ça, il faut dire la vérité. Hein. Et il y a des jeunes là aussi qui ne cherchent pas à travailler ou qui ne cherchent pas à travailler bien à l'école. Moi, j'ai mon fils, il a fait les études, il est ingénieur à Paris, mais il a bossé. Des fois, il fait les études jusqu'à 2h du matin. Eh ben, il faut faire comme ça pour arriver. Tu étais là hier, l'après-midi? Ouais. Tu étais là? Tu as regardé l'hélicoptère? Presque 2 heures là, il tourne. C'est quoi ça? Ça c'est quoi? Regarde. C'est la guerre ici. Tu as compris? Ça veut dire cette quartier, il est mauvais. Quand on va te parler d'islam, on va te parler de Daesh, on va te parler d'Al-Qaïda, on va te parler. Malheureusement, c'est une vérité. Voilà, d'accord. Déjà, la première chose, une des premières règles, c'est que déjà un musulman ne s'attaque pas à un autre musulman. Daesh, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils les décapitent, c'est des Syriens. Voilà, c'est des musulmans. Les règles de combat de l'islam, les règles de combat de l'islam, le professeur Islam l'avait bien expliqué. Tu ne t'attaqueras pas aux enfants, ni aux femmes, ni à l'homme qui laboure sa terre. Tu ne détruiras pas les arbres. Tu ne t'attaqueras qu'à celui qui lève l'épée contre toi. Une règle qui n'a pas été du tout appliquée par tous ceux qui se disent représentants du monde musulman. Après, c'est qu'une minorité qui fout ce bordel-là. Mais il n'y a que qu'on entend. Parce que dans une forêt, tu sais, t'entends un arbre qui tombe, tu fais plus de bruit qu'une forêt qui pousse. De tous ces groupes, vous dites Daesh et tout ça, ils ont fait ça. En fait, ces gens-là, ils sont venus se recycler en Syrie. Ils se sont recyclés, ils ont pris des villes, après ils ont fait en Irak. Mais sans l'accord du gouverneur, ça veut dire qu'ils ont fait ça tout seuls. Donc ils sont totalement dans la transgression d'islam. Voilà, ils sont dans la transgression. Nous, ces gens-là, dans l'islam, on les appelle les chiens de l'enfer. Nous, on est des égarés. Tu vois? Ils disent non, c'est vous les égarés, c'est vous qui... Alors que... C'est eux qui trahissent la religion. Bien sûr. Mais alors, dans ces cas-là, Mera ou les Kouachi, c'est des chiens de l'enfer aussi. Bien sûr, mais il a tué des enfants même. Il a tué des petits de Mera, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué des petits de 6 ans, des innocents. Qu'est-ce qu'il a fait? Je croyais que... C'est lui, il a jeté à temps. Hein. Ouais, il a jeté trop vite. Il a jeté trop vite. Moi, il reste un truc qui me met quand même mal à l'aise, c'est comment ça se fait que dans les quartiers, il y a tellement de gens qui ont des idées proches de l'extrême droite, sur les juifs, sur le complot mondial, sur les francs-maçons, enfin des trucs comme ça. Comment ça se fait? Après voilà, comme il a dit, c'est beaucoup Internet. On a regardé beaucoup de choses sur Internet et que c'est ça qui nous a assez influencé. On voit que tout ça, il y a des gens qui veulent vraiment instaurer un chaos dans ce monde. C'est vraiment voulu tout ça, par des élites mondiales qui sont là pour mettre le chaos sur Terre. Voilà, c'est ça que nous, moi je pense comme ça, quoi. Je veux dire, c'est pas... Je le pense. Parce que tu l'as lu, je sais que tu le penses, tu me l'avais dit, hein. C'est parce que tu l'as vu sur Internet. Ouais, voilà, j'ai vu sur Internet, mais en même temps, j'ai trouvé ça assez cohérent, quoi. Par exemple, si on parle de la politique, est-ce que la plupart des Français, est-ce qu'ils croient encore à la politique? Je veux dire, voilà, c'est ça. Dire on peut voter, c'est pour ça que j'ai dit la dernière fois, on peut voter, on peut faire ci, on peut faire des démarches. Est-ce que la politique, elle est derrière nous? Est-ce qu'elle est derrière le peuple? Est-ce que... Non. C'est pour ça qu'on est dans cette thèse du complot, parce que la politique, elle est vraiment... Et Charef n'aura pas les mots pour décrire l'étendue du vide qui sépare le peuple des élites. C'est dans ce vide que le complotisme s'installe, confortablement, dangereusement. Je me sens rattrapé par mon histoire. Mes parents sont des survivants du nazisme. Ils m'ont initié au danger du racisme, de tous les racismes. En ces temps de repli communautaire, détester un autre qu'on ne connaît pas, c'est déjà mettre le feu aux poudres. La première prévention n'est-elle pas de nous méfier de nous-mêmes, de nos certitudes et de nos préjugés sur l'autre?
Le ramadan se termine, c'est l'heure du bilan. Ces dernières semaines, Eric a beaucoup fréquenté la mosquée et découvert de nouvelles approches de l'islam, plus encadrées. Ça l'a motivé à reprendre le travail. Il a changé et j'ai décidé de lui montrer ce que j'ai filmé avec lui il y a 4 mois. Dans le miroir de l'écran, ses propres propos l'ont choqué. En fait, je vous ai dit tout haut ce que les jeunes de quartier apprennent. Comme moi, j'ai appris. YouTube. Et il y a à boire et à manger. Et donc tout le monde a vu les vidéos que j'ai vues, The Key, etc. Et c'est ces vidéos-là qui pareil, je veux pas faire de... J'aurais même pas dû dire le nom pour faire de la pub à ces gens-là, mais c'est en regardant... Tout le monde les connaît, ces vidéos. Tout le monde. Dans les quartiers. Et bien sûr. Et ils prennent, quelque part, ils prennent leur science de ça, en fait. C'est-à-dire... ouais, ils prennent leur science de ça. J'ai perdu des années à m'intéresser à ça. Ces complots, c'est la fin des temps, le dégel, Israël, les sionistes, les ceci, les cela. Voilà, c'est tout. Ça m'a égaré. Ça m'a égaré. Du coup, ben... J'ai des fois, je peux parler à des gens, j'ai pu leur faire peur. Franchement, je regrette. Je le regrette. Parce que voilà. Parce que je suis pas comme ça, finalement. Je suis pas comme ça et... Mais en fait, c'est la passion, c'est ça. On laisse la passion... On laisse la passion prendre le dessus, en fait. On laisse les émotions, sans aucune compréhension, en fait. Sans aucune science. Et du coup, ben, ça donne ce que ça donne. Si c'est un complot, dans ce cas, nous, les musulmans, on n'est pas en cause. C'est que ça a été voulu. Donc, encore une fois, c'est pas nous, les musulmans, le problème. C'est pas nous, les jeunes de quartier, le problème. C'est que tout ça, en fait, est décidé à l'avance. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est que c'est plus facile, en fait, pour nous, pour les accusés, on va dire, de dire, ouais, en fait, ça a été décidé, Daesh, ça a été décidé. Les attentats pareils. Voilà, les attentats, ça a été prédit, ça a été préparé. C'est un peu pour s'échapper, en fait, de ces accusations que les autres peuvent porter, en fait, sur nous en tant que musulmans. On se sent obligé de se justifier. C'est ça le problème. C'est que tout de suite, on entend oui, donc il a tué cette personne, un témoin passé a entendu Allahu Akbar. Allez. Et là, nous, notre devoir de justification, allez hop, on est là, on sort et on dit non, ils sont pas musulmans. Juste pour dire, s'il vous plaît, c'est en quelque sorte un message de détresse en disant, s'il vous plaît, arrêtez de parler des musulmans. Parlez des terroristes, parlez des extrémistes, mais ne parlez pas de musulmans. On n'est pas... Voilà, en fait, c'est... Si on nous donnait vraiment la parole et on pouvait vraiment s'exprimer comme on voulait, on irait devant tout le monde en disant, s'il vous plaît, arrêtez de dire qu'ils sont musulmans, parce que même nous, on ne les cautionne pas, ils sont pas. On n'est pas d'accord avec eux, c'est pas ce que l'islam leur dit de faire. Sauf que quand on dit ça, beaucoup de non-musulmans ou de même racistes disent l'islam, soi-disant religion de paix, c'est tout ce que vous avez trouvé à dire. Oui, l'islam est une religion de paix, on n'a pas le droit de tuer, on n'a pas le droit d'insulter, on n'a pas le droit de juger. On a le droit de rien qui va à l'encontre de l'être humain, qui va à l'encontre de la création de Dieu, qu'elle soit juive, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit athée, qu'elle soit homo, qu'elle soit lesbienne, qu'elle soit noire, peu importe. On n'a aucun jugement à lui porter, on n'a aucun mal à lui faire, c'est une création de Dieu et elle reste magnifique malgré tout. Voilà où est le message de paix. On est tous censés s'aimer, on doit tous s'aimer. Viens avec nous voir ce qui se passe dehors. Y'a les jeunes, les fashion, les mecs des blocs. Y'a les durs, les moins durs, les têtes de mort. Ceux qui s'amusent, ceux qui zèvent, y'a ceux qui dorment. Ceux qui cherchent pif, ceux qui cherchent mythe. Tu veux du shit, 20 dans le salatige, belle avec les schmitt. Faut pas que tu speed, même en poursuite, ça va trop vite. Tu t'es fait dans le slip, tu vas vomir. Viens voir avec nous, y'a que des fous. T'as pas de
dessous, nous on s'en fout, ça se défoule, nous on est cool, y'a pas d'embrouille, on est venu pour faire bouger la foule, de Tokyo au bled jusqu'en Guadeloupe. Toi qui doutes de nulle part, viens avec nous, lâche-toi, vas-y fais le fou. Ouais c'est chaud, si t'es ready, viens avec nous c'est fini. Nous on est sans limite, si tu cherches la dynamite, avec nous c'est crazy, y'a que du lourd de la partie, c'est sûr tu vas kiffer le style, viens avec nous. Deuxième passage, en dixième, tu cherches le thème, c'est viens avec nous. Dis-moi ce que t'aimes, ne me prends pas la tête, ne me rends pas fou. T'as fait la grande, faut te mettre de tout, ça fait trop C'est fini? Ouais. C'est comme un jour de l'an pour moi. C'est comme un jour de l'an pour moi. Oui. T'as des gars au Nutella? Ouais. Donc viens s'il te plaît, D'accord. Nutella, chantier. Ok. Salam. Avec vous. Je te disais, ouais. C'est vrai que ça fait un pincement au cœur aussi quand ça finit. Au début, t'es pas trop envie qu'il vienne. Tu te dis, oh, le ramadan il va venir, ça va être dur. Ouais. Après, quand t'es dedans, tu te dis, c'est bien. Ouais. C'est bien. Et quand tu finis, ça te fait un petit pincement au cœur. Mais tu sais que l'année prochaine, ce sera là. Hein. Je souhaite que du bon pour tout le monde. J'espère qu'on va y arriver à changer les mentalités, même si c'est pas gagné, mais bon. Inch'Allah Rabbi. C'est tout ce que je dis, Inch'Allah Rabbi, que voilà, que chacun, Dieu vous donne ce que vous avez envie et que vous ayez tout ce que vous avez envie, que voilà, on fasse l'effort, faut faire l'effort. Vivre ensemble. On peut y arriver de toute façon. La terre est là assez grande pour tout le monde. Hein. Que Kada soit entendu, que le dialogue continue. Quelques mois plus tard, ce sont les attentats du 13 novembre. J'étais à Paris. Cette nuit-là, j'ai reçu de nombreux messages du Mirail. Beaucoup s'inquiétaient de savoir si j'étais sain et sauf, ainsi que mes proches. Puis la France a glissé de l'état de choc à l'état d'urgence. Ses quartiers sensibles aussi. La pression policière s'est durcie. Le repli des jeunes également. J'ai parfois le sentiment que tout nous pousse à tomber dans le piège de la division. Quelques semaines plus tard, j'ai revu Myriam à Paris pour lui demander si elle avait quelque chose à ajouter après le 13 novembre. Je pense qu'on a doublement peur en fait. Parce que déjà, d'une, on a la même crainte que les Français qui sont nous musulmans ou quoi, tout simplement de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment et de se retrouver en plein milieu d'un attentat et de mourir. Donc ça, je pense que tout homme en a peur, on a eu peur après ce qui s'est passé. Mais nous, on a eu peur en plus de tout ce qui allait encore se dire contre nous. Dans les quartiers, nous, on manque de compassion pour ce qui se passe pour la France. Mais est-ce que vous êtes dans nos foyers déjà? Est-ce que vous venez dans les foyers et voir ce qui se passe? Parce que, bien sûr, par exemple, les jeunes, ils vont pas aller dire « Oh là là, c'est dommage et tout, non, non, non ». Ils vont pas aller montrer forcément ce qu'ils pensent. Parce que dans tous les cas, ce qu'ils pensent, on s'en fout. On leur a bien fait comprendre qu'on s'en fout. Donc pourquoi maintenant, pourquoi quand il y a un drame, un acte terroriste, là, comme par hasard, on veut qu'ils prennent la parole et qu'ils disent « Non, c'est pas bien », alors que tout le reste de l'année, on s'en fout de ce qu'ils pensent. Je suis désolée, mais non, c'est vraiment hypocrite. Mais après, allez dans les foyers, allez voir les parents qui réagissent, allez voir les enfants qui sont là et qui... Enfin, moi, personnellement, je les vois, ils sont totalement contre. Mais encore une fois, on n'a pas à se justifier devant... C'est comme si là, je me mets devant la défense entière et dis ouais, je suis musulmane, mais je suis contre ce qui a été fait. Non, tout le reste de l'année, on ne me demande pas ce que je veux, on ne me demande pas ce que je pense par rapport au voile, on ne me demande pas ce que je pense par rapport à... Ce film, c'est la première fois qu'on nous demande vraiment comment on se sent et ce qu'on pense et comment on aimerait que les choses soient et comment on aimerait être perçu. Mais avant ça, on n'a jamais eu l'occasion de dire quoi que ce soit. Alors pourquoi, quand il y a un acte terroriste, on veut qu'on le fasse? Non, je suis désolée. Quand j'étais enfant, il pouvait m'arriver de me demander si je me sentais plutôt juif ou plutôt français, surtout lorsque les adultes parlaient de la guerre. Mais par chance, je n'ai jamais eu à douter de ma citoyenneté française.
On ne m'en a jamais demandé aucune preuve, ni aucune justification. C'est sécurisant et ça donne confiance en soi. Je ne suis pas certain que les habitants du Mirail reçoivent le même message du pays dans lequel ils vivent. C'est l'été, c'est de la bombe, je suis postiché mal le zinc. Le soleil tape, je me souviens, on va au Prado en Super 5. C'est plein de belles filles, la belle vie frère, Oran c'est magique. Je suis dans les ruelles de la ville, toutes ces moyens que je navigue. Ça sent les épices, t'as le bled et les ambiances orientales. Le soir on squatte les Andalouses, la vie de ma mère c'est khata. On fout le dawa au mana, sur un son rail à l'ancienne. Dans la foulée je vais au bar, je manquille un verre et j'enchaîne. La soirée se passe pépère, je tombe sur une mise 5 caviar. Des petits yeux verts, un corps de rêve, voilà c'est trop quand je tard. Je suis loin de la maison mais je kiffe, tous ces délires me rendent dingue. Là depuis un mois j'ai plus de bif, et dans les poches c'est la jungle. Le bled me manque c'est trop, frère au quartier je tourne en rond. Veulent ma famille, mes origines, mes coutumes, ça c'est pas bon.